Lorsque la nouvelle de l'histoire tragique de Maria Kovalchuk est parvenue aux oreilles du public, beaucoup ne pouvaient y croire. Comment des fêtes ordinaires à Dubaï, même si elles sont fermées et élitistes, peuvent-elles avoir des conséquences aussi terribles pour les jeunes filles? Mais Maria a survécu et s'est exprimée. Aujourd'hui, à sa suite, une autre femme a décidé de s'exprimer. Son amie proche, que nous appellerons par convention Xenia. Elle a déclaré qu'elle était prête à partager d'autres détails, encore plus choquants, sur les horreurs des fêtes de Dubaï, où les filles étaient forcées d'avoir des relations sexuelles, battues, et certaines, selon elle, même tuées. Cela ressemble à une légende effrayante, mais son histoire est étayée par des preuves et des témoignages qui font qu'il est impossible de la considérer comme un fantasme. Xenia avait 26 ans lorsqu'elle s'est installée dans la capitale, rêvant d'une carrière de mannequin. Elle n'a jamais atteint les sommets, se limitant à de rares séances de photos pour des marques locales. Mais elle y a trouvé une nouvelle amie, Maria Kovalchuk, de 6 mois sa cadette, qui avait les mêmes ambitions qu'elle. Xenia et Maria se sont rapidement rapprochées. Elles ont loué une chambre à deux pendant plusieurs mois, se sont rendues ensemble à des castings, ont appris à se maquiller et à se coiffer. C'est à cette époque qu'elles ont commencé à recevoir des contrats étrangement alléchants, des fêtes à Dubaï, juste pour quelques jours, des cachets énormes, tout est payé. Nous en avons d'abord parlé comme d'une plaisanterie, raconte Xenia, mais ensuite, lorsque certains de nos amis y sont allés et sont revenus avec beaucoup de choses coûteuses, Masha et moi nous sommes dit, et s'il s'agissait simplement d'une belle fête, où de riches chers veulent s'amuser avec le mannequin et ne lésinent pas sur l'argent, cela semble inoffensif. Ils prendraient l'avion pour le week-end, se feraient un peu d'argent, et c'est tout. Maria, comme nous le savons maintenant, a accepté d'emblée. Xenia a hésité un peu plus longtemps, mais a fini par se laisser tenter. J'étais criblé de dettes. Je me disais, bon, quelques soirées, je vais tolérer un maximum de caprices et je reviendrai plus riche. Maria m'a consolé. Tu as vu comment les filles sortent, et ça va. Mais nous ne connaissions pas toute la vérité. Les filles qui revenaient indemnes se taisaient, et celles qui revenaient brisées cachaient les détails par peur ou par honte. Nous étions naïfs. Xenia s'est donc rendue à Dubaï pour la première fois à la fin de l'année 2024. Selon elle, le premier voyage s'est relativement bien passé. Nous avons été logés dans un hôtel. Il y a eu une fête des invités. Oui, c'était tendu. Ils exigeaient d'obéir à leurs hôtes, mais il n'y a pas eu beaucoup de violence. C'est pourquoi je n'ai pas donné l'alerte. Après ce voyage, Maria et elle n'avaient aucun doute. Elles allaient se rendre plus souvent à Dubaï pour ce genre d'événements. Mais elles étaient loin de se douter de ce que leur réservaient les deuxième et troisième voyages. Lorsque Xenia a pris l'avion pour la deuxième fois à l'invitation de la même agence, qui s'est avéré n'être qu'un groupe d'intermédiaires qui n'ont pas établi de documents officiels, les conditions ont soudainement changé. Ils ne nous ont pas logés dans notre hôtel habituel, se souvient-elle. Ils nous ont dit « Vous serez logés dans une villa pour être plus proche des clients ». J'ai été alarmé, mais je n'avais nulle part où aller. J'avais déjà acheté des billets à leurs conditions, et le contrat était censé prévoir une pénalité en cas de refus. Selon elle, ils ont rencontré à la villa plusieurs dizaines de filles de différents pays, Ukraine, Russie, Bélarus, Moldavie et certaines de pays asiatiques. Tout le monde marchait d'un pas tendu, essayant de ne pas s'engager dans des conversations inutiles. Nous avions l'impression que les gens étaient intimidés, raconte Xenia. Mais ils nous ont expliqué. Ne vous inquiétez pas, ils travaillent depuis longtemps. Ils savent que tout doit être calme et sans scandale. La première mauvaise surprise a été l'obligation de rendre tous les téléphones et tous les moyens de communication sous le prétexte. Pas de photos et de fuites, les invités VIP n'aiment pas la publicité. Deuxièmement, les fêtes ne se déroulaient pas seulement la nuit,
mais pouvait s'étendre sur plusieurs jours, et les hôtes estimaient que les filles devaient être disponibles à tout moment. Ils ont fait allusion au sexe, en disant explicitement que, si nous n'étions pas d'accord, nous risquions de ne pas gagner d'argent et d'être condamnés à une amende, raconte Ksenia. Elle s'y est d'abord opposée, affirmant qu'elle n'avait accepté que d'être présente et d'être mannequin. On lui a répondu « C'est comme ça ici. Soit vous respectez les règles, soit vous payez pour sortir du contrat. » Le montant de l'amende semblait prohibitif, comme si elle était prise en flagrant délit de servitude. La jeune fille est confuse. Ils étaient littéralement en train de démontrer que j'étais prise au piège. Selon Ksenia, au cours des premières 24 heures passées à la villa, elle a vu l'une des filles, appelons-la Svetlana, être emmenée par un cher en robe blanche. Svetlana est revenue 1 heure plus tard, en pleurs. Elle portait des traces de coups visibles sur les bras et le cou. Elle était assise dans le couloir, toute tremblante, se souvient Ksenia. Je suis allé lui demander ce qui s'était passé, mais elle a seulement murmuré qu'elle ne voulait pas faire ce qu'il demandait et qu'il avait commencé à la battre. Des agents de sécurité se sont alors approchés de Svetlana, l'ont attrapée et l'ont traînée dans une autre pièce. J'ai entendu des cris, mais je n'ai pas pu entrer. La porte était fermée. C'est la première fois que Ksenia s'est réveillée et qu'elle a été horrifiée. Elle a commencé à chercher Maria pour lui parler. « Masha, j'ai l'impression que c'est un vrai cauchemar qui se passe ici. » Mais elle n'a pas vu Maria à ce moment-là. Plus tard, il s'est avéré que Kovalchuk avait lui aussi été victime d'une agression similaire. Il était forcé d'obéir à tous les caprices des invités, y compris à des actes sexuels en groupe. Celles qui résistaient étaient battues. Parfois, elles étaient obligées de regarder d'autres filles se faire battre pour les intimider. Certains d'entre eux ont littéralement brisé leur volonté, les transformant en marchandises vivantes. Ksenia souligne qu'il ne s'agissait pas d'une simple orgie. Tout y fonctionnait comme un système. Les propriétaires et leurs amis prenaient un plaisir sadique. Ils aimaient nous briser, voir notre peur. Cela dépassait les limites de l'abus sexuel normal. Il s'agissait plutôt d'une humiliation ritualisée. Et les gardiens veillaient à ce qu'aucun d'entre nous ne puisse s'échapper. La personne interrogée explique qu'à la violence physique s'ajoutait une pression psychologique. La villa se trouvait à la campagne et les gardes patrouillaient dans le périmètre. Ils nous confisquaient nos documents. Si quelqu'un se plaignait, on lui disait « Si tu te plains quelque part, on t'enlève tout et tu ne reviendras pas à la maison. Personne ne vous trouvera ici. » Les jeunes filles ont vu le pouvoir et le luxe de ceux qui les tenaient en captivité et ont compris qu'il y avait peu de chances qu'elles s'échappent. La coercition sexuelle était omniprésente. Lorsque les invités voulaient s'amuser, ils étaient littéralement pointés sur l'une d'entre nous. Nous devions obéir. Si nous refusions, nous étions battus. Et beaucoup acceptaient, craignant d'être brutalement battus, raconte Ksenia. Elle se souvient de cas où il y avait plusieurs hommes et où une fille a été forcée à avoir des relations sexuelles en groupe. Parfois, on les filmait, en les menaçant de les faire chanter pour briser leur vie si quelqu'un décidait de se plaindre. C'était le désespoir total. Selon Ksenia, elle a vu à plusieurs reprises des invités consommer des drogues et devenir encore plus agressifs lorsqu'ils étaient en état d'ébriété. À plusieurs reprises, les chers ont organisé des compétitions pour déterminer quelle fille était la plus douée pour obéir. En même temps, les femmes pouvaient être insultées, frappées avec des fouets, blessées physiquement. Certaines filles se sont tout simplement évanouies sous l'effet de l'horreur et des drogues qu'on leur administrait de force. Un cher a dit en riant « Une poupée morte, c'est bien aussi ». Ksenia affirme qu'elle n'était pas la seule à être battue. Il y avait des pièces où l'on emmenait ceux qui étaient trop rebelles, raconte-t-elle. Ceux qui s'en sortaient avaient des bleus, des hématomes et parfois des fractures. Des rumeurs ont fait état d'un pseudo-rite
où des animaux étaient tués devant les filles, et celles-ci menaçaient parfois de sacrifier les captives récalcitrantes. Plus effrayante encore, Xenia affirme avoir entendu certains gardiens et invités parler de cas de meurtre. Les conversations étaient chuchotées, mais tout de même, ils disent qu'une fille a crié trop fort, qu'elle a menacé de s'enfuir et qu'elle a été emmenée. Une autre a essayé de dire à ses connaissances où elle se trouvait et elle aussi a disparu quelque part. Xenia n'a pas vu les corps eux-mêmes, mais par exemple, elle a remarqué une fois qu'on sortait un gros paquet de la villa et un garde lui a dit sévèrement « Oublie ce que tu as vu, oublie ce que tu as vu ». Lorsqu'on a demandé à Xenia pourquoi personne ne tirait la sonnette d'alarme, elle a expliqué « Les chers avaient des relations, de l'argent. Tout se passait sous le manteau, peut-être des pots de vin, peut-être de l'influence. Et les filles elles-mêmes, si elles voulaient se plaindre, se heurtaient à l'absence totale de documents et à la menace d'être déclarées criminelles. En général, selon elles, il s'agissait d'un système bien huilé qui a transformé le glamour en un véritable camp de concentration. Maria Kovalchuk, comme tout le monde le sait maintenant, a miraculeusement réussi à s'échapper, bien qu'elle ait été gravement blessée. Lors de son interview, elle a déclaré avoir été mutilée et laissée inconsciente au bord de l'autoroute. Lorsqu'on lui a demandé comment elle avait croisé Maria directement à la villa, Xenia a répondu « Nous étions dans des lots différents, c'est-à-dire des groupes affectés à des étages différents. Un jour, nous nous sommes croisés dans le couloir. Maria se tenait à une côte, elle marchait en boitant et un garde la suivait. Je me suis rendu compte qu'elle avait été battue. C'était mon amie, mais je ne pouvais même pas m'approcher, car le gardien me chassait en criant « Va chez toi !» Quelques jours plus tard, Xenia apprend que Maria a disparu. Quelqu'un l'avait vue être amenée au propriétaire et elle criait de douleur. Mais le lendemain matin, il n'y avait plus aucune trace d'elle. J'ai cru qu'elle avait été tuée, se souvient Xenia. Puis, dès mon retour, j'ai appris qu'elle avait été retrouvée vivante, bien que mutilée. Cela m'a fait comprendre qu'il fallait que je sorte, sinon je risquais d'être la prochaine. Après la disparition de Maria, Xenia a eu une crise de panique. Elle a commencé à chercher un moyen de s'échapper. Elle dit avoir eu de la chance. L'un des invités s'est intéressé à elle et a semblé condescendant. Il s'est attaché à moi. J'ai fait semblant d'être sa maîtresse, juste pour réduire le risque de coup, admet Xenia. Finalement, cet hôte l'a autorisé à aller au magasin sous la surveillance du chauffeur pour acheter des vêtements. Dans la voiture, j'ai supplié le chauffeur de m'aider à m'échapper. Il a dit qu'il pouvait m'emmener à l'ambassade si je lui versais une grosse somme d'argent. J'ai également promis de ne pas le dénoncer. Xenia organise un rendez-vous secret et après avoir rassemblé un peu d'argent, mis de côté lors de plusieurs voyages précédents, parvient à quitter la villa. Lorsque nous sommes arrivés en ville, j'ai sauté, en tremblant, sur le poste de police le plus proche. Mais on ne m'a pas vraiment écouté. Il semblait avoir compris que j'étais une prostituée égarée. J'ai fini par rejoindre des connaissances qui m'ont aidé à acheter un billet pour rentrer chez moi. À mon retour, j'ai eu peur que des personnes de ce réseau me retrouvent. J'ai fini par déménager dans une autre ville pendant un certain temps en essayant de me faire discrète. Elle explique qu'elle savait que si elle parlait fort, elle risquait d'être éliminée. Mais lorsqu'elle a vu que Maria avait survécu et parlait publiquement de ses atrocités, elle a décidé d'apporter son soutien, de lever le voile sur ce qui se passait dans les fêtes, notamment sur les meurtres présumés de filles qui n'avaient certainement pas survécu au salon. Xenia a accepté de donner une interview détaillée, dans laquelle elle a énuméré plusieurs épisodes, suggérant que certains chers sont allés jusqu'à tuer des filles captives. Selon elle, au moins 2 filles, toutes 2 originaires d'Europe de l'Est, ont disparu sans laisser de traces. L'une d'entre elles a opposé une forte résistance, criant qu'elle avait des enregistrements audio et qu'elle les enverrait à la police.
Le lendemain, je ne l'ai pas vue au petit déjeuner. L'agent de sécurité m'a dit froidement « Elle est là où elle doit être. Elle est là où elle doit être. » Cette nuit-là, j'ai entendu la voiture se diriger vers la porte arrière et les mots « tout est réglé » être murmurés. Un autre incident est encore plus effrayant. Xenia se souvient qu'un jour, 2 chers se sont violemment disputés dans la villa. Ils étaient mécontents qu'une fille ait rompu leur jeu et refusé de participer à la performance. Elle s'appelait Naomi. Je crois qu'elle venait des Philippines. Je l'ai vue se faire battre. Puis elle s'est arrêtée de bouger. Les gardes ont remarqué du sang sur le sol. Les invités ont dit de sortir le corps et ont murmuré qu'il fallait s'en débarrasser. J'étais horrifié. Je ne sais pas où ils ont emmené son cadavre, mais tout le monde a fait comme si de rien n'était. Xenia ne peut pas fournir de preuves documentaires, car tout était caché sur place. Mais ce récit, qui coïncide avec des bribes d'informations provenant d'autres témoins, indique que les chers et leurs acolytes pouvaient conduire les jeunes filles à la mort en toute impunité et dissimuler les preuves. L'argent fait des merveilles, soupire-t-elle, et les filles sans papier et sans relation disparaissent sans laisser de traces. Outre les abus sexuels et les coups, Xenia décrit certains spectacles qu'elle qualifie de torture. Il pouvait s'agir d'une sorte de jeu publicitaire. La fille était attachée à une chaise et le cher abusait d'elle, soit en la fouettant, soit en la menaçant avec un couteau. On ordonnait aux autres de regarder pour les intimider. À plusieurs reprises, j'ai vu les propriétaires rire de la souffrance. Ils jouissaient de l'humiliation elle-même. Selon elle, certains spectateurs prenaient des vidéos pour profiter plus tard de ce spectacle. Si une fille perdait connaissance, on la ramenait à la conscience avec de l'eau ou de l'ammoniac, et on continuait. Cela dépasse mon entendement, admet Xenia. Ces pratiques sadiques, étonnamment, se déroulaient sur fond d'enveloppement extérieur silencieux. À un moment donné, dans la salle, les autres invités étaient assis et riaient, ignorant que derrière la porte se déroulait une telle horreur. Ou, plus vraisemblablement, ils savaient, mais préféraient ne pas intervenir. Peut-être y avait-il là des gens riches et normaux, peu enclins à la violence, suggère Xenia. Mais si c'est le cas, ils ont fermé les yeux sur ce qui se passait en coulisses, ou bien on ne leur a pas montré les scènes violentes. Tout était organisé de manière à ce qu'une partie des clients profite d'un passe-temps tranquille, tandis que l'autre partie, qui aimait l'exotisme pur et dur, se rendait dans les pièces fermées. À plusieurs reprises, elle a entendu des hommes dire « Je ne sais rien, je me repose, ne m'embrouillez pas le cerveau ». En d'autres termes, s'ils le voulaient, les invités pouvaient simplement ignorer ce qui se passait tant qu'ils ne participaient pas eux-mêmes à la violence. Mais certains d'entre eux étaient ouvertement sadiques et ne reculaient devant rien. Leur argent et leur pouvoir leur permettaient de faire tout ce qu'ils voulaient, surtout dans un pays où l'influence de la corruption est forte et où il existe peut-être un patronage tacite au sommet. Xenia regrette de ne pas avoir pu aider Maria lorsqu'elle était gravement blessée. Nous étions divisés et intimidés. Lorsque Maria a été battue parce qu'elle était indisciplinée, je pouvais entendre ses cris à travers le mur. J'ai essayé de m'échapper, mais le gardien m'a giflé en disant « Tu n'as pas assez de problèmes ? Tu n'as pas assez d'ennuis ?» J'ai reculé, pleurant intérieurement, mais j'ai compris que nous serions tués toutes les deux. Après la disparition de Kovalchuk, Xenia a longtemps cru qu'elle était morte. Il s'est avéré que Maria a eu de la chance. Elle a été expulsée de la villa encore vivante. Mais d'autres n'ont peut-être pas réussi à s'en sortir. Lorsque je me suis miraculeusement échappé, j'ai appris que Maria avait été retrouvée toute fracturée. J'ai pris cela comme un signe que nous devions rendre l'affaire publique. Ce n'est qu'ainsi, unis, que nous pourrons détruire ce réseau, commente Xenia. Maintenant que les histoires de fêtes violentes à Dubaï sont devenues publiques, après les apparitions publiques de Maria Kovalchuk, Xenia a décidé de parler de son expérience et de ce qu'elle a vu,
y compris des meurtres et des tortures. Le problème, c'est qu'elle ne dispose d'aucune preuve directe. Son téléphone a été confisqué, il n'y a pas de vidéo, il n'y a que des témoignages. Néanmoins, il s'agit d'une contribution importante à l'enquête globale que les défenseurs des droits de l'homme de plusieurs pays tentent de mener. Si nous recueillons des centaines de témoignages de ce type, peut-être que les Nations Unies ou des organismes internationaux feront pression, espère Ksenia. Bien que je sois consciente que l'argent décide de beaucoup de choses, mais garder le silence, c'est les laisser continuer à tuer d'autres filles. Elle indique que les forces de l'ordre de certains pays ont déjà commencé à contrôler les agences qui recrutent des mannequins pour des fêtes secrètes à Dubaï et dans ses environs. Mais jusqu'à présent, les résultats concrets sont négligeables. Beaucoup de gens sont perplexes. Ne pouvez-vous pas vous adresser à l'ambassade de votre pays? Ksenia explique. Les villas sont généralement situées à la campagne. Il y a des gardes partout. Les filles se voient confisquer leurs documents. De plus, elles sont menacées de chantage. Si tu t'enfuis, tu seras recherchée comme voleuse ou comme mule de drogue. Si vous nous dénoncez, nous avons des relations. Nous vous retrouverons et nous vous tuerons. Tout le monde n'est pas prêt à prendre des risques, car tout le monde voit que l'organisation opère clairement. Certaines filles ont de la famille à la maison et s'inquiètent. La peur paralyse donc la volonté. Après son évasion, Ksenia tente toujours de rester dans l'ombre, de peur d'être retrouvée. Aujourd'hui, son témoignage est connu d'un cercle restreint de journalistes et de militants des droits de l'homme. Mais elle a autorisé l'utilisation publique des informations sur les meurtres, les tortures qu'elle a vues ou entendues dans la villa. Les gens ont besoin de connaître la vérité, répète-t-elle. Certains activistes proposent la création d'un fonds international pour sauver les jeunes filles qui se trouvent dans des situations similaires. Mais pour l'instant, ce ne sont que des projets. Ksenia note « Tant de victimes ont honte. Tant de victimes ont honte d'admettre qu'elles se sont envolées pour l'argent et le divertissement, et qu'elles se sont retrouvées en esclavage. La honte, la peur et l'indifférence des autres, voilà ce qui permet à ces atrocités de se développer. Les titres de la presse ont commencé à écrire que plusieurs cheikhs du même réseau criminel avaient été tués dans des conflits internes. J'ai entendu dire que 2 propriétaires s'étaient disputés lors de la répartition des affaires et que quelqu'un avait tiré sur quelqu'un ou l'avait empoisonné, raconte Ksenia. Mais il n'y a guère de confirmation. Peut-être s'agit-il simplement d'une rumeur, selon laquelle le groupe criminel connaît également des conflits à l'intérieur de ses rangs. Ou peut-être que quelqu'un, ayant appris l'existence de fuites d'informations, élimine les personnes trop conscientes. Quoi qu'il en soit, l'assassinat de Cheir n'améliore pas la situation. Au contraire, le réseau criminel peut se réorganiser et devenir encore plus secret. Aucune évolution sérieuse vers la justice n'est en vue. Après tout, pour les autorités, c'est un scandale inutile, et pour les riches, c'est un risque de perte d'influence. Ils ont les moyens de brouiller les pistes, estime Ksenia. Certaines personnes célèbres, ayant appris les terribles détails, ont commencé à s'exprimer ouvertement sur l'Internet. Mais le problème est que certains influenceurs se rendent eux-mêmes à Dubaï de temps en temps, coopèrent avec des chefs des hôtels et peuvent rencontrer indirectement le même cercle. Il est arrivé qu'une blogueuse cesse soudainement de commenter le scandale parce qu'elle avait un contrat pour faire de la publicité pour un hôtel de Dubaï, suggère Ksenia. Nous avons peu de soutien solide. La plupart des personnalités influentes ont peur de croiser le chemin de ceux qui peuvent payer beaucoup d'argent pour la publicité. Néanmoins, certaines organisations de défense des droits de l'homme et certains collectifs de journalistes ont pris connaissance de l'histoire. Ksenia leur a fourni des documents et les coordonnées de plusieurs autres jeunes filles ayant souffert de conditions similaires. Une base de données est en cours de constitution afin que,
s'il y a suffisamment de preuves, la question puisse être soulevée au niveau international. Selon Xenia, les filles qui tombent dans ce piège pensent souvent « Je vais juste flirter un peu, c'est tout ». Je serai capable de dire « Non », le cas échéant. Mais en fait, tout le mécanisme est mis en place pour que le non ne fonctionne pas. Le vol de téléphone, l'enfermement dans la villa, le chantage et la violence physique commencent. Si vous entendez parler de « argent facile » à Dubaï, ne vous laissez pas abuser, déclare Xenia. Cela peut vous coûter non seulement votre santé, mais aussi votre vie. La leçon la plus importante est de ne jamais accepter de partir sans garantie, sans un vrai contrat, sans analyser la réputation de l'agence. Et si vous vous sentez déjà trompé, il vaut mieux ne pas aller au conflit seul, mais attirer immédiatement l'attention des diplomates, des connaissances, faire du bruit. Sinon, ils risquent de vous faire taire. Xenia admet que c'est difficile, parce qu'en général, tout arrive à l'improviste et que la peur paralyse. L'affaire Kovalchuk et le témoignage de Xenia s'inscrivent dans le cadre plus large du trafic sexuel international et de l'esclavage. Beaucoup pensaient que de telles atrocités appartenaient au passé. Mais la vie prouve le contraire. Récemment, des réseaux attirant des femmes d'Europe de l'Est pour en faire des escortes VIP ont été découverts dans plusieurs pays européens. Des cas aux Émirats arabes unis ont également été évoqués, mais ils ont rarement été portés devant les tribunaux. Aujourd'hui, grâce aux révélations des victimes, on voit clairement jusqu'où peut aller le divertissement des super riches. Jusqu'à présent, les défenseurs des droits de l'homme tentent d'attirer l'attention d'organisations internationales telles que Amnesty International ou Human Rights Watch, mais aucune déclaration officielle n'indique qu'elles sont prêtes à enquêter sur ce réseau à grande échelle. Ce qu'il faut peut-être, c'est un procès très médiatisé, que les avocats de Maria Kovalchuk tentent actuellement d'initier. Xenia est également prête à témoigner par écrit, mais de manière anonyme, craignant pour sa sécurité. Si nous parvenons à porter l'affaire devant un tribunal et à prouver qu'il existe un système de torture et d'assassinat, ce sera une sensation, dit-elle. Mais cela demandera beaucoup d'efforts, car les lois sont largement formelles et des relations corrompues peuvent bloquer une enquête. Nous espérons qu'il y aura un effet médiatique et que plus les filles parleront, plus il sera difficile d'étouffer l'affaire. C'est à cela que ressemble l'histoire de Xenia, l'amie de Maria Kovalchuk. Deux filles ordinaires avec de grands rêves sont tombées dans un piège rempli de jeux sadiques et d'impunité. Maria a failli mourir, mais a réussi à s'en sortir en dénonçant publiquement le sujet. Xenia, craignant pour sa vie, s'est cachée pendant un certain temps, mais elle révèle aujourd'hui des détails encore plus sinistres. Meurtres, tortures, rapports sexuels, forcés, brutaux, qui se sont transformés en violences sophistiquées. Les mots « partie arabe » resteront à jamais dans sa mémoire, comme un symbole d'horreur. Elle espère que cet appel à l'aide sera entendu par le monde. Pas pour la gloire, pas pour la vengeance, mais pour sauver ceux qui n'ont pas encore réalisé l'abîme dans lequel ils s'apprêtent à entrer en acceptant un contrat inoffensif. En réalité, il peut s'agir d'un piège mortel dont peu de gens sortent indemnes. Et même ceux qui survivent physiquement restent moralement paralysés, dit-elle. À ce jour, le cas de Maria Kovalchuk continue d'être médiatisé. Ses avocats ont déjà recueilli au moins 10 témoins, dont Xenia. Chacun a sa propre histoire de torture et de sexe forcé à l'ombre des palais de Dubaï. La question est de savoir si cette publicité suffira à faire tomber un système qui repose sur des milliards et des relations haut placées. En tout cas, nous avons fait le premier pas, conclut Xenia. Nous ne sommes pas silencieux, et lorsque la lumière de la vérité brille, les ténèbres ont plus de mal à se cacher. C'est tout pour les amis. Écrivez votre avis dans les commentaires, mettez des likes et rendez-vous dans les nouveaux numéros. Bye!
Le début de l'année 2025 a été marqué par une déclaration sensationnelle d'une jeune mannequin et créatrice de contenu chez OnlyFans. La jeune fille, qui s'est présentée sous le nom d'Alina, a déclaré aux journalistes qu'elle était prête à donner une interview détaillée sur la façon dont elle et d'autres mannequins se sont retrouvés dans de mystérieuses fêtes de Dubaï. La conversation a porté non seulement sur les rapports sexuels forcés et la violence physique, mais aussi sur les meurtres brutaux et les rituels sinistres qui, selon elle, sont régulièrement pratiqués par les cheikhs et leur entourage. Cette interview de plusieurs heures a choqué non seulement les fans d'Alina, habitués à ses messages enjoués sur OnlyFans, mais aussi l'ensemble du monde du mannequinat, où des rumeurs sur des activités glamour mais dangereuses aux Émirats arabes unis circulaient depuis longtemps. Aujourd'hui, ces rumeurs sont relayées par un témoin vivant qui n'a pas eu peur d'appeler les choses par leur nom, même s'il a craint pour sa vie. Alina a déclaré qu'elle n'avait que 22 ans. Née en province, elle rêvait d'une grande ville et d'une carrière de mannequin. À 19 ans, elle a commencé à gérer un profil sur OnlyFans pour payer son loyer et aider sa famille. Au début, elle combinait cela avec ses études et des emplois à temps partiel. Son audience s'est activement développée et, à l'âge de 21 ans, Alina gagnait déjà des sommes substantielles grâce à son contenu. Forte de son succès, elle contacte plusieurs agences de mannequins, espérant que cela lui ouvrira la voie à des offres commerciales encore plus généreuses. Mais l'une des offres les plus alléchantes et, comme il s'avérera, les plus dangereuses, était des sorties privées à Dubaï pour participer à des événements d'élite. La personne interrogée se souvient. À l'époque, cela semblait innocent. Vous êtes juste belle, venez pour quelques jours, amusez-vous avec de riches invités, recevez beaucoup d'argent et rentrez chez vous. Pour la convaincre, ils lui ont montré des photos d'autres filles qui revenaient avec des cadeaux coûteux, ou peut-être des promoteurs influenceurs qui collaient des photos de villas cossues sur les médias sociaux. Personne n'a admis que derrière le cadre se cache une réalité brutale. Alina, flattée par les gros cachets, a décidé « Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer ?» Elle effectue son premier voyage au printemps 2024. Elle est accueillie à l'aéroport de Dubaï, emmenée dans un hôtel décent, où elle passe quelques jours en agréable compagnie d'hommes d'affaires apparemment solides. Tout semble agréable, dîner, excursions en bateau, compliments et cadeaux. La seule chose gênante est que son téléphone lui a été retiré le temps de certains événements privés, afin, soi-disant, de ne pas divulguer des photos confidentielles sur le réseau. Mais aucune violence particulière ne s'est produite, et Alina est rentrée chez elle en croyant que les rumeurs de sexe forcé à Dubaï n'étaient que des légendes urbaines. Elle a partagé sa belle histoire sur OnlyFans sans entrer dans les détails, et les abonnés l'ont approuvée. Elle a reçu la somme promise, qui n'était pas astronomique, mais tout de même beaucoup plus élevée que celle qu'elle recevait dans son pays d'origine. Cependant, à la fin de l'été 2024, on lui a proposé un deuxième, vol promotionnel, maintenant déjà pour un événement plus prestigieux. C'est là que le tournant s'est produit. Alina elle-même se souvient que dès qu'elle a été amenée à la villa de campagne, les conditions étaient très différentes de celles de la belle fête. Il y avait des gardes autour qui obligeaient les filles à remettre immédiatement tous leurs appareils. Ils leur ont expliqué « Il s'agit d'une fête fermée pour des personnes très influentes. Vous ne pouvez pas prendre de photos ni écrire sur Internet. » Alina s'est sentie mal à l'aise, mais elle était moralement prête à endurer cette situation en échange d'une forte rémunération. Ses craintes intérieures se sont intensifiées lorsqu'on lui a demandé de signer un NDA, accord de non-divulgation, la menaçant d'une amende de plusieurs milliers de dollars. Selon eux, si elle partait maintenant, elle devrait payer une lourde amende. La jeune fille s'est sentie effrayée, mais a décidé de rester, croyant naïvement que rien de terrifiant ne se produirait. On lui a donné une robe révélatrice et on lui a dit «
Les chers vous attendent à une réception dans la soirée. Personne n'a dit explicitement « vous êtes obligé de coucher avec eux ». Mais le contexte était perceptible. Le premier abus manifeste n'a pas été constaté par elle-même, mais par un autre mannequin qui a raconté confusément « J'ai été traîné dans une pièce et battu pour avoir refusé d'obtempérer à un ordre sexuel trop grossier. Cette mannequin, appelons-la Sacha, pleurait dans le couloir et le gardien lui a crié « Tais-toi ou ce sera pire. Taisez-vous ou ce sera pire la prochaine fois. » Alina était anéantie par la peur. Elle se rendait compte que les choses allaient mal. Elle a voulu s'enfuir, mais elle se trouvait déjà dans un espace verrouillé. La villa est entourée d'une haute clôture. Il y a des hommes armés à la porte. Le téléphone a été confisqué. On pourrait essayer de passer à travers les gardes, mais où? Dans un pays étranger, sans documents, sans communication. J'ai compris que j'étais tombé dans un piège, se souvient Alina. Les événements les plus terribles ont commencé la nuit suivante. Comme beaucoup d'autres filles, Alina a été invitée à venir dans le hall principal, où un groupe de personnes s'était réuni. Les propriétaires, leurs acolytes, et au moins une douzaine de mannequins de différents pays, notamment d'Europe de l'Est, de Russie et d'Asie. Avant la réunion, les filles savaient déjà que aucun refus n'est accepté. Le banquet avec alcool et musique a commencé. Puis, lorsque certains des invités se sont enivrés, les chers ont commencé à choisir les filles et les ont emmenées dans des chambres séparées. Alina a été prise de panique lorsqu'elle a vu certaines d'entre elles être emmenées par 2 ou 3 hommes à la fois. Parfois, on entendait des cris. Personne n'intervient. Les gardes sont du côté des chers. Si quelqu'un craquait, ils lui expliquaient « Vous êtes ici pour leur plaisir, vous ne pouvez pas résister ». Ceux qui osaient les contredire étaient battus devant les autres, pour les intimider, dit-elle. Elle se souvient d'un épisode où l'un des invités, portant des vêtements traditionnels blancs, appelé Saïd, bien que ce ne soit peut-être pas son vrai nom, a demandé à voir 3 filles à la fois, dont Alina. Ils nous ont emmenés dans une pièce, ont fermé la porte et le cauchemar a commencé, raconte Alina. Il ne s'agissait pas seulement d'un viol brutal, mais d'un véritable sadisme. Lui et son compagnon ont ri en disant qu'ils aimaient casser les nouveaux venus. Ils nous ont frappés sur les fesses, nous ont tirés par les cheveux, nous ont enregistrés sur leur téléphone. Ensuite, ils nous ont forcés à faire des gestes que je ne veux pas décrire. Je n'ai pas pu résister, car j'ai compris qu'ils allaient aggraver la situation. Lorsqu'une fille a essayé de crier « à l'aide », elle a reçu un coup de poing si fort qu'elle a saigné du nez. Alina, en larmes, ne voyait pas d'issue. Personne n'allait nous aider à sortir, c'étaient les gardes qui les surveillaient, a-t-elle précisé. Le lendemain, les filles sont effectivement sous escorte. On leur ordonne de bien se tenir, sinon les chers seraient mécontents. Alina a été meurtrie. L'une des victimes, Nastia, pouvait à peine marcher. Ses maîtres avaient abusé d'elle de manière particulièrement brutale la nuit précédente, lui infligeant des brûlures de cigarettes. Aucune assistance médicale n'était disponible. Elles sont restées allongées, gémissant, tandis que les gardiens leur ordonnaient froidement « Levez-vous, souriez, il y aura un autre événement dans la soirée ». C'est ainsi que s'est formé le système de la peur. Selon Alina, tous les chers n'étaient pas aussi cruels, certains se comportaient plus délicatement. Mais si vous vous mettez en travers du chemin des sadiques, ils ne vous épargneront pas. Les filles ne pouvaient espérer aucun soutien. D'autres choisissent la soumission tant qu'elles ne meurent pas sous les coups. Au bout d'une semaine, Alina se rend compte qu'elle risque de craquer. Mais il était impossible de partir. Le propriétaire de la villa lui a expliqué qu'elle avait une dette, puisqu'elle avait signé un contrat, et que si elle voulait rompre la relation, il fallait payer une forte amende. Elle n'avait aucun document en main et son téléphone lui a été confisqué. En fait, on nous a retenus en disant qu'il s'agissait d'un accord volontaire.
Il est révélateur qu'une partie des filles ait réellement accepté volontairement de tolérer la violence en échange de gros pourboires, qui étaient parfois payés, et qu'une autre partie, comme Alina, battait la mesure par désespoir, mais ne pouvait pas s'en libérer. Alina a raconté qu'en plus de l'esclavage sexuel, il existait une pratique plus horrible, des cérémonies rituelles au cours desquelles du sang d'animal était versé et auxquelles les filles devaient assister. Ils appelaient cela un divertissement spécial. Une chèvre a été égorgée devant moi, des éclaboussures de sang ont inondé le sol et les chers riaient en parlant de pouvoir spirituel. On nous a dit que si nous désobéissions, nous serions à la place de la chèvre. J'ai failli m'évanouir, mais le garde m'a dit de rester debout et de regarder. Le soir, après ce spectacle, les propriétaires organisaient les orgies les plus brutales. On avait l'impression qu'ils étaient excités par la vue du sang et de la peur. Alina a appris des détails encore plus choquants de la part d'autres captives. Il semblerait que les filles elles-mêmes étaient parfois tuées. Elle ne l'a pas vu de ses propres yeux, mais elle a rencontré un témoin qui a déclaré « Une fille de Russie a été tuée parce qu'elle menaçait de rendre une vidéo publique. Ils l'ont simplement emmenée au sous-sol et personne ne l'a revue. Le matin, les gardiens ont dit « Elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle. » Mais il est clair qu'il s'agit d'un mensonge. Selon la jeune fille, cette pratique n'est pas rare. De riches chers ayant des relations peuvent dissimuler n'importe quelle histoire et les corps sont emmenés dans le désert. À moins que quelqu'un né de la famille qui puisse faire des histoires, elle sera simplement déclarée disparue. C'est tout. Lorsqu'Alina a pris conscience de l'ampleur du danger, elle n'a eu qu'une envie, s'enfuir. Mais il y a peu de chances qu'elle y parvienne seule. Certains ont essayé, mais ils ont été rattrapés et battus pour servir d'exemple aux autres. Un jour, elle a eu de la chance. L'un des invités s'est montré intéressé par elle et a proposé un dialogue plus amical. Alina a prétendu qu'elle était prête à devenir son esclave préférée, juste pour obtenir un téléphone. Flatté, il l'a laissé appeler son ami. Alina a pu envoyer un court message à sa connaissance. « Au secours, je suis à Dubaï en captivité. Villa, coordonnées plus 25. » et a donné ses coordonnées approximatives. J'ai attendu longtemps pour voir s'il y aurait une action. Au début, il ne s'est rien passé et elle a craint que sa connaissance ne l'ait pas prise au sérieux ou qu'elle ait eu peur d'intervenir. Mais quelques jours plus tard, les forces de sécurité, ni la police locale, ni les gardes d'un autre propriétaire sont effectivement arrivés à la villa. L'agitation a commencé. Alina a profité du chaos pour se faufiler vers la sortie. À ce moment-là, un conflit éclate entre les chers et certains gardes sont distraits. La jeune fille réussit à escalader un muret à l'arrière de la propriété et à courir pieds nus. J'ai expliqué la situation à certaines personnes, mais elles n'osaient pas prendre contact avec moi. Quelques personnes m'ont aidé à contacter l'ambassade. J'ai été sauvé par le hasard et la gentillesse d'inconnus, explique Alina. Les autres filles ont probablement été enfermées à nouveau et la sécurité a été renforcée. Mais Alina a pu prendre l'avion pour rentrer chez elle, bien qu'elle soit très stressée et sans argent. Ils ne lui ont pas donné d'argent pour son travail. Au contraire, les chers ont essayé de prétendre qu'elle avait rompu le contrat. Chez elle, elle a mis du temps à retrouver ses esprits et à consulter des psychologues. Elle a envisagé de n'en parler à personne, honteuse d'avoir signé pour une telle chose. Mais lorsqu'elle a vu des histoires similaires dans les médias, elle s'est ressaisie et a accepté une interview avec un journaliste scandinave qui faisait une enquête documentaire sur la traite des êtres humains au Moyen-Orient. Alina a d'abord parlé sous le couvert de l'anonymat, mais a rapidement décidé de révéler son visage et son nom, bien que nous donnions ici un pseudonyme pour sa sécurité. Son histoire a rapidement fait le tour d'Internet. Les internautes étaient à la fois choqués et sceptiques, certains l'accusant d'exagération.
Cependant, chaque jour, de nouvelles victimes se sont manifestées pour confirmer des détails similaires. Finalement, l'interview d'Alina s'est transformée en une véritable campagne, appelant les défenseurs des droits de l'homme à s'intéresser aux parties de Dubaï. La partie la plus choquante de l'histoire d'Alina est celle qui concerne les meurtres. Outre ses propres souvenirs de filles disparues, elle fait état d'un certain rituel dans le cercle des chers, lorsque ceux-ci étaient excités non seulement par la violence, mais aussi par l'acte de sacrifier des animaux. Parfois, selon les rumeurs, les femmes elles-mêmes, qui n'osaient défier leur maître. Alina souligne qu'elle n'a pas assisté à la mise à mort de la jeune fille vivante, mais elle dispose de témoignages de plusieurs captives qui se sont échappées avant elle et qui ont raconté comment les gardes détruisaient celles qui résistaient. Il existe toutefois peu de preuves, car les corps auraient été emmenés dans le désert et les images des caméras auraient été effacées. La police ferme le plus souvent les yeux sur ces rumeurs, parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Alina pense que ces rituels sont un mélange de sadisme et de traditions pseudo-religieuses, où des hommes puissants s'affirment en soumettant leurs victimes à l'humiliation et à la mort en public. Elle n'est pas surprise que les grands influenceurs, qui devraient apparemment tirer la sonnette d'alarme, restent silencieux sur ces secrets. Après tout, nombre d'entre eux se rendent également à Dubaï, dans le cadre de contrats publicitaires lucratifs. Et qui voudrait perdre des cadeaux de luxe et des tranches de dollars? Alina soupire amèrement. Mais je ne peux pas me taire. Les gens me demandent pourquoi je risque ma vie en racontant ces horreurs. Je réponds, pour le bien de ces filles qui ne savent pas encore où elles vont. Peut-être que mon histoire les arrêtera. Confirmant l'authenticité de ces propos, d'autres filles, également d'anciens mannequins et blogueurs, ont signé des lettres anonymes, confirmant l'existence de viols collectifs et de tortures dans des lieux fermés de Dubaï, au point d'évoquer la disparition de plusieurs captives. Certains écrivent qu'ils ont vu un cheikh, l'un des plus influents, capable d'étrangler personnellement la victime et que les corps sont ensuite éliminés. Le plus effrayant, c'est que personne n'a été tenu pour responsable grâce à l'argent et aux relations. Paradoxalement, on trouve en même temps dans la presse des articles faisant l'éloge des princes arabes en tant que réformateurs progressistes, ce qui montre que la vérité est soigneusement masquée par le luxe et les relations publiques contrôlées. Quel est l'avenir d'Alina? Elle vit aujourd'hui en Europe, mais préfère ne pas divulguer le pays exact. Elle craint toujours qu'un réseau d'agences liées aux cheikhs ne la retrouve. Elle n'a pas beaucoup de documents prouvant l'esclavage. Tout a été laissé dans cette villa. Mais elle essaie de frapper à la porte des organisations de défense des droits de l'homme et de donner des détails, en espérant que le poids collectif des preuves obligera les organismes internationaux à se saisir du problème. Pour l'instant, dit-elle, les autorités de Dubaï ne sont pas pressées de reconnaître l'existence de ces événements violents. Entre-temps, des dizaines de victimes ont déjà livré des témoignages similaires. Certaines ont décrit des orgies collectives, d'autres ont évoqué des scènes de sang rituel, d'autres encore ont avoué avoir assisté à un meurtre. Toutes avaient gardé le silence par peur, par honte, par méfiance à l'égard des forces de l'ordre. Alina, après avoir connu tous les cercles de l'enfer des Dubaï Parties, a longtemps eu peur de parler des moments les plus intimes. Mais après sa confession publique au début de l'année 2025, elle a réalisé qu'il y avait une autre histoire qu'elle devait absolument raconter. Il s'agit de son amie proche, Natacha. Alina a longtemps gardé le silence sur cette personne, à la fois par culpabilité et par crainte que les autorités ne la punissent pour en avoir trop dit. Cependant, le devoir intérieur l'a emporté sur la peur. En février 2025, Natacha disparaît soudainement. Nous étions en contact presque quotidiennement, se souvient Alina, puis elle a cessé de répondre. Je pensais qu'elle était occupée, mais
1 semaine, 2 semaines ont passé. J'ai eu peur. Je lui ai écrit, je l'ai appelé. Je lui ai écrit, je l'ai appelé. Rien. Quelques connaissances communes ont dit que Natacha avait repris l'avion à l'invitation d'amis arabes et la piste s'est refroidie. Officiellement, la police du pays de Natacha n'a pas ouvert de dossier de disparition car elle aurait pu déménager volontairement. Alina, elle-même traumatisée par l'expérience précédente, a alors senti que le pire était arrivé. Quelque temps plus tard, à la toute fin du mois de février, la nouvelle est tombée. Le corps d'une jeune femme, vraisemblablement un mannequin, a été retrouvé pendu dans un appartement de la banlieue de Dubaï. Les enquêteurs parlent d'un suicide. Aucun nom n'est mentionné, mais la description correspond. Âge, corpulence, tatouage sur le bras, comme celui de Natacha. Les autorités des Émirats arabes unis ont rapidement étouffé les publications. Il ne reste plus que quelques photos de mauvaise qualité et une maigre déclaration. La personne décédée s'est suicidée. Les médias ont rapidement cessé d'en parler et les autorités ont refusé de donner des détails. J'ai vu quelques articles qui ont disparu du web un jour plus tard, affirme Alina. C'était comme si quelqu'un voulait éliminer les mentions. Alina a reçu plus tard la confirmation que cette femme pendue était bien Natacha. Des connaissances sont tombées sur une petite mention à la morgue locale. Dans la conclusion officielle, on pouvait lire « Suicide dans un état dépressif ». Mais Alina n'y croit pas une seconde. Je sais que Natacha était forte d'esprit, qu'elle avait peur, mais qu'elle n'était pas suicidaire. Et elle m'a dit, avant de disparaître, qu'elle avait des enregistrements et des photos des fêtes et qu'elle avait l'intention de les montrer à certains journalistes. Cette détermination semble lui avoir coûté la vie. Peut-être a-t-elle tenté de se rebeller, menacée de dénoncer les chers, et ceux-ci ont simplement organisé une auto-pendaison. Alina souffre. Je me suis sentie terriblement coupable. C'est moi qui l'ai persuadée d'être prudente, et elle a continué à conduire. En fin de compte, au moins j'ai été laissé à moitié mort à l'extérieur de la ville, et elle a été tuée, pendue à une corde pour avoir un alibi. Je doute qu'elle ait eu la moindre raison de se suicider volontairement. Elle était sur le point d'obtenir un nouveau contrat si tout s'était déroulé comme prévu. Il s'agit clairement d'un retrait de témoins. Le plus étrange, c'est qu'il n'existe aucune photographie ou preuve médicale du corps de Natacha. Comme le dit Alina, tout a été immédiatement nettoyé. Il n'y avait qu'une seule phrase dans le rapport de police. Suicide motivé par des problèmes personnels. Dans les conversations privées, certaines connaissances de Natacha ne croient pas non plus au suicide. Elle était joyeuse, déterminée, sans le moindre signe de dépression. Quoi qu'il en soit, la ligne officielle à Dubaï a tout enregistré dans les statistiques des suicides. Et la presse a vite oublié. Le père de Natacha, à l'étranger, n'a rien pu faire. On m'a dit qu'elle était partie de son plein gré et que si elle avait décidé de quitter la vie elle-même, c'était comme ça. Les parents n'ont reçu qu'un certificat sec, indiquant que les cadavres ne sont pas conservés longtemps. L'enterrement a été effectué par les services locaux conformément aux normes. Le père est choqué, mais n'obtient rien. En conclusion, Alina répète « Je ne peux pas prouver que Natacha a été tuée, mais personne ne me convaincra du suicide. Elle n'était pas une faible, et c'est juste avant de disparaître qu'elle a dit qu'elle allait dire quelque chose au monde. C'est là la clé. Lorsque les chairs craignent d'être exposées, la mort peut sembler la plus commode. Et les autorités et les médias? Silencieux, comme s'il n'y avait pas de preuves. Mais n'est-il pas étrange qu'elle ait été cachée si rapidement? N'est-il pas suspect qu'elle ait disparu quelques jours avant d'être retrouvée pendue? J'implore tout le monde de ne pas oublier cette histoire. Peut-être qu'un jour les faits seront révélés et que nous pourrons laver son nom de l'étiquette « suicide » et traduire les véritables assassins devant le tribunal de l'histoire.
voire le tribunal de la loi. La récente confession publique d'Alina a donc été complétée par un autre fait tragique. Si ses aveux privés sur la torture, le viol et les rituels sataniques lors des fêtes de Dubaï ont suscité l'horreur chez le public, l'épisode de la disparition et de la mort mystérieuse de son amie Natacha montre clairement que derrière toutes ces atrocités se cache le mécanisme de liquidation de l'indésirable. Et tandis que le monde compatit et crie à l'injustice, il ne reste plus qu'à constater le silence des grands médias et des autorités. Il n'y a pas eu de scandale retentissant, et la mort de Natacha est officiellement restée un suicide dont personne ne parle. S'il s'agit d'une nouvelle mise en scène, les chers restent une fois de plus impunis. Alina continue de tirer la sonnette d'alarme, espérant qu'au moins cette histoire tragique incitera les gens à cesser de croire naïvement aux offres magiques et à découvrir ce qui peut réellement se cacher derrière l'image en papier glacé du riche Dubaï. C'est tout pour l'instant. Mettez vos likes, écrivez votre opinion dans les commentaires. Votre soutien est très important. Et rendez-vous dans les nouveaux épisodes. Bye. L'histoire des fêtes de Dubaï, qui a fait surface au début de l'année 2025 après les confessions sensationnelles de mannequins comme Maria Kovalchuk, commençait lentement à être oubliée en ligne. L'événement a rappelé que le faste et le luxe du Moyen-Orient cachent un monde sombre de violence et d'humiliation, mais les médias et les personnes influentes préféraient de plus en plus taire le sujet. Alors que le choc de l'histoire de Maria s'est progressivement estompé, les utilisateurs ont remarqué qu'il n'y avait aucune nouvelle d'enquête supplémentaire et que les autorités chargées de l'application de la loi ne semblaient pas prendre de mesures. Cependant, à la fin du mois de février 2025, une nouvelle alarmante a fait le tour des réseaux sociaux. Une célèbre mannequin OnlyFans de Moscou, nommée Diana, son nom de famille n'a pas été révélé, mais son compte comptait des milliers de followers, a disparu. Cette disparition n'a eu d'écho que parmi les amis proches, jusqu'à ce que, quelques semaines plus tard, un message apparaisse sur un canal Telegram restreint, indiquant que Diana avait été victime de la même toile que celle qui piège les filles à Dubaï. Bientôt, des rumeurs ont circulé selon lesquelles son corps avait été retrouvé le 23 février 2025 dans l'une des banlieues de la ville, dans un état épouvantable, prétendument à la suite d'une sorte de meurtre rituel. Mais les grands médias et les blogueurs sont restés silencieux. De nouveaux rapports succincts émanant de plusieurs initiés laissaient entendre que la mort de Diana était directement liée à ces mêmes fêtes fermées où les propriétaires disposent de la vie des mannequins et n'hésitent pas à faire preuve de la plus odieuse cruauté. Mais tout le contenu a mystérieusement disparu et les messages ont été supprimés, comme s'il y avait eu un nettoyage coordonné. Le site serait tombé dans l'oubli si quelques personnes n'avaient pas décidé de faire la lumière sur ce cauchemar malgré les menaces. Parmi elles, un ancien directeur d'une agence de mannequins et Marina, l'amie de Diana, ont eu le courage de confirmer que Diana était bel et bien morte, et ce dans des circonstances extrêmement suspectes. Diana est née dans une famille moscovite ordinaire. Dès l'enfance, elle rêve d'une belle vie, de voitures de luxe. Après l'école, elle travaille dans le secteur des services, tout en postant des photos spectaculaires sur les réseaux sociaux. Au fil du temps, elle a commencé à poser de plus en plus franchement, attirant l'attention de ses abonnés, et a décidé de lancer OnlyFans. Elle y gagne rapidement en popularité, silhouette fine, apparence lumineuse et capacité à flirter devant la caméra. À l'âge de 22 ans, elle gagnait déjà suffisamment d'argent pour louer son propre appartement à Moscou et voyager parfois. Cependant, Diana souhaitait une percée. Elle voulait se démarquer des autres modèles OnlyFans, et c'est alors que le hasard l'a aidée.
Elle a été contactée par une agence qui proposait des voyages VIP aux Émirats arabes unis pour participer à des événements exclusifs. Les tarifs semblaient mirobolants, plusieurs fois supérieurs à ses honoraires mensuels habituels. En janvier 2025, elle a effectué son premier petit voyage à Dubaï, où elle a reçu une somme considérable en quelques jours seulement. Bien qu'elle ait été confrontée à des règles strictes, vous ne pouvez pas faire de reportage, vous ne pouvez pas prendre de photos des invités, vous devez signer un accord de confidentialité. Mais apparemment, tout s'est déroulé sans excès majeur, et elle est rentrée chez elle satisfaite. Au même moment, Diana écrivait sur les réseaux sociaux « Dubaï, c'est cool » et que les détracteurs ne me fassent pas peur en disant que c'est dangereux là-bas, tout est en dents de scie. Ses proches ont toutefois déclaré qu'elle était devenue étrangement irritable, parfois nerveuse sans raison. Mais Diana elle-même assure que tout va bien. Un mois plus tard, elle se voit proposer une fête plus fermée le 23 février. Célébrer la journée de la défense de la patrie à Dubaï semblait amusant, mais les personnes qui l'ont contactée ont assuré « c'est juste une coïncidence de date. Il y aura une fête luxueuse, un tas de riches cheikhs et d'hommes d'affaires. » Diana, nourrie par le souvenir d'un gain rapide, est d'accord. Elle avait entendu parler à l'oreille des histoires abracadabrantesques qui circulaient sur les fêtes de Dubaï, mais elle n'y croyait pas tout à fait. Il s'avérera plus tard que cette décision lui sera fatale. Elle s'est envolée pour Dubaï le 20 février, a posté quelques indices sur les réseaux sociaux. Soon again in the Emirates, wait for photo, bientôt de nouveau aux Émirats, attendez les photos, et a disparu. Le 23 février, le jour même de la fête, elle n'a plus donné de nouvelles. Personne ne savait ce qui se passait. Quelques semaines plus tard, dans un salon de discussion fermé, la rumeur a commencé à circuler. Un mannequin de Moscou a été retrouvé assassiné. On dit qu'elle a été sacrifiée dans une sorte de rituel. Le nom de Diana est mentionné. Marina, l'amie de Diana, également mannequin chez OnlyFans, est la première à tirer la sonnette d'alarme. « Nous communiquions constamment », dit-elle. Diana a promis d'envoyer des selfies depuis l'hôtel, comme elle l'avait fait la dernière fois. Mais aucune nouvelle. J'ai écrit, j'ai téléphoné, aucune réponse. J'étais inquiète, mais je me suis dit qu'elle était peut-être occupée. Une semaine s'est écoulée et j'ai paniqué. J'ai essayé de vérifier auprès de l'agence, mais on m'a répondu « Nous ne donnons pas d'informations sur les personnes privées. » Je suis allé voir la police à Moscou, mais ils m'ont dit « Elle est majeure, elle n'est pas recherchée. » Se souvenant de l'affaire scandaleuse de Maria Kovalchuk, liée à des violences et à des meurtres commis lors de fêtes de Dubaï, Marina, les mains tremblantes, a commencé à chercher les contacts des journalistes qui avaient tenté de couvrir ce scandale. Mais à ce moment-là, la plupart de ceux qui avaient écrit sur Maria s'étaient déjà tus. Certains messages avaient été supprimés, on parlait de pression tacite et de paiements lucratifs. Néanmoins, Marina continue de frapper aux portes en disant « Diana a disparu, il pourrait s'agir du même horrible réseau après tout ». Fin février 2025, un message apparaît soudainement sur un canal Telegram fermé. L'un des modèles de Moscou a été sacrifié dans une villa saoudienne. Le corps a été retrouvé pendu pour un simulacre de suicide, mais il s'agit d'un meurtre rituel. Comme pour Natacha, Marina a vu le message et a été choquée. S'agit-il vraiment de Diana? Le message est rapidement supprimé. Une atmosphère oppressante d'incertitude régnait autour. Quelques jours plus tard, un site peu connu affiche une courte note. Dans la banlieue de Dubaï, on a retrouvé le corps d'un mannequin européen inconnu, la version officielle annonçant un suicide par pendaison. Il s'agit vraisemblablement d'une jeune fille âgée de 22 à 25 ans, travaillant dans les services d'escorte. Le texte ne mentionnait aucun nom, mais la description correspondait étrangement à celle de Diane. Le lendemain matin, le message a disparu.
Certains messages sur des forums indiquaient que le cadavre présentait des signes de torture, des coupures sur les mains et des brûlures, indiquant une mort violente. L'un des ambulanciers locaux aurait chuchoté « Nous avons vu cette fille, elle présente des signes évidents de coups et de coupures rituelles. » Mais le rapport officiel dit « Retrouvée pendue, la cause du décès est le suicide. » La police n'a vu aucun acte criminel. Marina se mord la lèvre de désespoir. C'est évidemment ma Diana, puisqu'elle a disparu. Et voilà une histoire tellement suspecte. Mais pourquoi personne ne s'en préoccupe? Il s'est avéré qu'après l'affaire Kovalchuk et plusieurs autres, quelqu'un est devenu encore plus actif pour nettoyer les références dans la presse. Ceux qui tentaient d'écrire sur un nouveau meurtre abandonnaient rapidement le sujet. Apparemment, l'argent colossal et les relations ont fait des merveilles et les médias n'ont pas voulu prendre de risques. « Je ne peux pas l'accepter », dit Marina aux quelques journalistes qui acceptent de l'écouter. Diana n'était pas déprimée. Elle n'allait pas se suicider. Elle y est allée en pensant gagner de l'argent. De plus, sur sa page OnlyFans, elle postait toujours des contenus amusants. Rien n'indiquait qu'elle avait des problèmes mentaux. Ce verdict de suicide ressemble à une couverture pour les atrocités commises par quelqu'un d'autre. Marina en est sûre. Le fait est que lors de la fête fermée du 23 février, une autre action rituelle a eu lieu, au cours de laquelle les hôtes ont commis un massacre effroyable devant les autres participants. Comme des témoins oculaires l'ont dit par le passé, les chers aiment parfois effrayer leurs modèles en leur montrant un exemple. Une fille est exécutée en la mettant en scène soit comme un sacrifice, soit comme un suicide, et les autres se taisent. Il est évident que Diana aurait pu être cet exemple. Elle avait du tempérament, elle pouvait s'opposer, et finalement elle a été éliminée. À quel point est-ce vrai? Terriblement similaire, car Maria Kovalchuk et d'autres victimes ont mentionné des rituels similaires avec du sang, de la peur, de la torture. Une fille qui désobéit ouvertement peut inciter les sadiques à vouloir l'effacer de la vie, surtout si elle a des connaissances et peut divulguer des secrets. En faveur de cette version, il y a aussi le fait que les traces de torture lors de l'examen du corps ont disparu des rapports officiels et que les photos de la morgue, s'il y en avait, ont été immédiatement retirées de l'accès. Marina, avec le soutien d'un journaliste indépendant, appelons-le Sergueï, a tenté de recueillir davantage de preuves, clarifier les dates, découvrir avec qui Diana communiquait à Dubaï, trouver des images de caméras. Mais tout était bloqué par des portes fermées. Nous avons essayé d'envoyer des demandes à la police des Émirats arabes unis. Pas de réponse, pas de réponse. Nous avons essayé de contacter l'agence qui avait envoyé Diana. Le téléphone était éteint. Le bureau de Moscou était vide. C'était comme s'ils avaient disparu. Sergueï, s'appuyant sur les propos de plusieurs anciennes captives, a dressé le portrait de la structure qui attire les mannequins à partir des réseaux sociaux et d'OnlyFans. Le schéma est simple. On propose aux filles des cachets de 5 à 20 000 $ par week-end en leur promettant seulement de m'assister à des événements luxueux. Puis, à leur arrivée, ils leur confisquent leurs papiers et leurs téléphones, les forcent à se soumettre aux caprices sexuels des invités et celles qui résistent sont punies jusqu'au meurtre, maquillées en suicide ou en accident. Sergueï explique. Ils sont probablement très fréquentés et personne ne veut gâcher les relations avec les riches cercles émiratis. Certains des documents que les anciennes victimes ont tenté de découvrir ont disparu d'Internet. Le pouvoir de l'argent est manifestement énorme. La mort de Diana suit donc le même schéma. Elle a été pendue quelque part à l'extérieur de la villa, étiquetée comme un suicide. Et le corps a été rapidement et discrètement formalisé sans permettre un examen complet, commente Marina. Grâce aux informations recueillies auprès de plusieurs mannequins anonymes présents à la soirée,
il a été possible de reconstituer les détails macabres. Selon un témoin, appelons-la Eva, la soirée a commencé par l'accompagnement des filles chez les propriétaires. La villa se trouvait à l'extérieur de la ville et tout était entouré de gardes. On a dit aux filles « Ce soir, il y aura une célébration spéciale. Les chers veulent un rituel. » Beaucoup savaient déjà que de telles choses étaient synonymes de sang, de menaces et de brutalité. Diana aurait déclaré « Je ne participerai pas à des atrocités. » Lorsque les animaux, un bélier et même quelques poulets, selon les rumeurs, ont commencé à être abattus devant le salon, certaines filles ont sangloté mais ont été forcées de regarder. Diana s'indigne bruyamment, déclarant qu'elle ne veut pas s'occuper de ça. Elle devient hystérique. « Vous êtes malade. »« Je refuse », raconte Eve. C'est alors qu'intervient le cher en personne, vêtu de blanc, accompagné d'un entourage. Il ordonne aux gardes de traîner Diana dans l'arrière-salle. Ceux qui l'ont vue se faire traîner ont remarqué qu'elle essayait de se libérer en criant « Au secours, vous êtes fous !» Plus tard, Eva entendit des bruits inquiétants à travers le mur. Les filles se bouchent les oreilles de terreur. « Les cris de Diana me hantent encore aujourd'hui », se lamente-t-elle. Il s'agissait manifestement d'un massacre avec des éléments de rituel. De nombreuses personnes ont été contraintes d'être présentes, menacées de mort si elles quittaient la pièce. J'ai vu un cher rire aux éclats en disant qu'il fallait faire un sacrifice en ce jour de fête. D'après les récits de ceux qui sont sortis plus tard de cette villa infernale, à un moment donné, certains invités ont quitté l'événement et d'autres sont restés jusqu'au matin. Les filles s'en aperçoivent rapidement. Diana n'est pas parmi elles. Lorsqu'un mannequin a osé chuchoter aux gardes « Où est la fille de Moscou ?» Celui-ci a répondu avec colère « Elle s'est pendue, elle s'est pendue » et il a fait un grand sourire. On aurait dit une moquerie, puis tout le monde s'est tu, n'osant pas s'enquérir davantage. Au petit matin du 24 février, selon plusieurs sources anonymes, des gardes et des domestiques nettoyaient les sols maculés de taches de sang, peut-être à l'endroit même où Diana avait saigné pendant le rituel. Les chambres sont rapidement remises en ordre, de nouvelles fleurs sont apportées pour que ceux qui arriveront plus tard ne voient pas de traces. Les filles sont alignées dans le couloir, on leur demande de sourire à la vue des invités restants. Personne n'ose faire le moindre bruit. À l'heure du déjeuner, la nuit violente avait été effacée dans l'entourage de la villa de luxe. Mais pas pour ceux qui ont tout entendu et tout vu. Certains se disent « Peut-être Diana a-t-elle été emmenée vivante quelque part ?» Mais dans la soirée, on disait déjà « Elle n'est plus là. Son corps a été emmené dans une décharge ou dans le désert. » Ce n'est que plus tard que le rapport officiel de la police sur la prétendue découverte de la jeune fille pendue a fait surface. C'était la fin de l'histoire. Pour les chers, il s'agissait d'une nouvelle victime qui ajoutait de l'adrénaline à leur festin. Pour les serviteurs modèles obéissants, il s'agissait d'un autre exemple de ce qui se passe lorsque l'on discute avec ses maîtres. Ainsi, la mort de Diana était la suite logique du cauchemar que Maria Kovalchuk et d'autres survivants ont décrit plus tôt. Le meurtre sous couvert de suicide est une tactique commode. Dans la tourmente, personne ne se penche sur la question. Les médias locaux se taisent rapidement. Tout ce qui se retrouve sur Internet est effacé. Marina, ayant appris la mort présumée de son ami, a fait appel à plusieurs reprises aux autorités russes. Celles-ci l'ont ignoré. Si vous n'avez pas de confirmation officielle, nous sommes impuissants. Et les Émirats arabes unis ont répondu que la jeune fille s'était suicidée et que l'affaire était close. Ironiquement, sur les réseaux sociaux, de nombreuses connaissances de Diana se sont étonnées. Quelle dépression! Elle s'épanouissait, elle était positive. D'autres, plus cyniques, ont déclaré « Peut-être y avait-il vraiment quelque chose qui n'allait pas chez elle », tentant ainsi de justifier la version officielle. Ceux qui connaissaient les horreurs de la fête à Dubaï n'avaient aucun doute.
Diana avait été assassinée. Mais le grand public est plus souvent enclin à croire qu'il n'y a pas de preuves. La mort du mannequin n'a pratiquement pas été évoquée, ni sur les canaux de télégramme, ni sur les blogs. Tout a rapidement disparu ou est resté à l'état de rumeurs anonymes. Apparemment, la machine à faire taire a commencé à fonctionner. Après l'histoire de Kovalchuk, il préfère ne plus faire de bruit. Une question naturelle se pose. Comment est-il possible de faire taire un meurtre aussi médiatisé? L'argent, les relations, la corruption des forces de l'ordre. Et ce n'est pas si fort, car la fille vient d'OnlyFans. Il n'y a pas de documents. Les parents ne peuvent pas franchir les seuils dans un pays étranger. Et dans leur pays d'origine, ils sont limités à des enquêtes formelles. Pourquoi les médias ont-ils dissimulé la mort de Diana si rapidement? Marina pense qu'après la fuite sur l'enfer sanglant décrit par Maria Kovalchuk, les chers sont devenus encore plus vigilants. Tout nouveau meurtre réfutant clairement l'image sûre des Émirats arabes unis aurait pu provoquer un scandale international. La machine à faire taire a donc été mise en marche à plein régime et le champ médiatique a été nettoyé. Car un autre mannequin assassiné, dans le cadre d'un amusement rituel, jette une ombre sur les personnes influentes, jusqu'aux hauts fonctionnaires des Émirats. Des rumeurs circulent dans les cercles de blogueurs, selon lesquelles c'est la raison pour laquelle le 23 février a été choisi comme date spéciale. Prétendument par ironie, ils célèbrent leurs défenseurs dans leur patrie, tandis qu'ici, ils célèbrent le massacre noir d'une autre victime. Les auteurs de l'attentat ont semblé apprécier ce cynisme. Un mois plus tard, alors que le bruit aurait pu se faire entendre, tout se noyait déjà dans un marais de désinformation. Nous voyons une écriture identique, note un journaliste indépendant. Dans le cas de Kovalchuk, sadisme, sang, silence. Dans le cas de Diana, mise en scène du suicide, destruction rapide des preuves. Tout se répète, mais aujourd'hui encore plus secrètement, sur fond de pression sur les médias. Alina, un autre mannequin, confirme « Si Maria a réussi à s'en sortir vivante, ce n'est pas le cas de Diana qui était la plus facile à éliminer. Comme d'habitude, ils ont dissimulé l'affaire sous le terme de « suicide ». Beaucoup s'interrogent. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de réaction bruyante après un incident aussi choquant? La réponse est simple. La plupart des gens, même après avoir entendu parler de telles atrocités, ne croient pas sans preuve ou ne veulent pas s'impliquer. Ceux qui sont confrontés à un meurtre probable ont eux-mêmes peur. Ils ont beaucoup d'argent, des relations, ils peuvent engager des gangsters dans n'importe quel pays. Ont déclaré des connaissances de Diana, préférant ne pas s'exprimer. Et formellement, il n'existe aucun document sur la mort de Diana. Des proches, comme si elle n'avait que sa mère, avec laquelle elle n'était pas très proche. Elle n'a rien obtenu. On lui a sèchement dit « Votre fille s'est suicidée à Dubaï. Les arrangements funéraires ont été faits, le corps a été incinéré ou quelque chose d'approchant. » La femme âgée n'avait pas les moyens de contester. La mère a dit brièvement qu'elle n'y croyait pas. Mais que fait-elle maintenant? Tout se heurte à un mur vide. Selon des sources qui ont souhaité rester anonymes, la fête du 23 février était une sorte de sacrifice en l'honneur d'un rite archaïque au cours duquel les cheikhs voulaient souligner leur pouvoir absolu sur la vie et la mort. Diana est apparemment apparue comme un sacrifice. Il existe une version selon laquelle elle aurait été forcée de boire un liquide étrange, attaché, puis égorgée pendant le rituel, mais pour dissimuler les traces évidentes, on a fini par faire croire à une pendaison. Les médecins n'auraient pas remarqué dans leur rapport qu'elle avait une plaie au cou, ou l'auraient considérée comme une marque de corde. D'autres affirment qu'elle a bien été pendue, mais pas par elle-même. Un suicide désespéré pourrait avoir été mis en scène. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Un autre mannequin est mort, et officiellement, tout est consigné comme étant son choix personnel.
Il s'agit probablement d'une simple prise de conscience. Si elle avait écouté les histoires d'horreur sur les meurtres de Dubaï, elle n'y serait peut-être pas allée. Mais elle a été aveuglée par l'éclat, comme tant d'autres. Après l'histoire de Kovalchuk et d'autres, elle aurait dû se poser des questions, mais les montagnes d'or se sont avérées plus convaincantes. La soif d'argent facile rend les gens victimes de cette machina, dit Marina. Il est surprenant que, pendant toute cette période, seules quelques filles aient tiré la sonnette d'alarme. La plupart d'entre elles, revenues saines et sauves, préfèrent garder le silence, ne voulant pas devenir l'objet de persécutions, et celles qui ne sont pas revenues ne peuvent plus parler. C'est ainsi que le cercle vicieux se poursuit. Bien que la mort de Diana et ses détails aient été dissimulés, certains militants des droits de l'homme sont convaincus que cette affaire sera bientôt révélée et constituera une preuve éclatante du caractère systématique des atrocités. Un activiste qui a décidé de donner une interview sous un pseudonyme affirme avoir des images fragmentaires de la scène du crime qui montrent des preuves de massacres ritualisés. Mais tant qu'il n'aura pas trouvé un canal de publication sûr, il craint des représailles. Marina a l'intention de continuer à parler publiquement du sort de son amie. Bien qu'elle n'en espère pas le succès, elle veut protéger les autres. Que l'histoire de Diana soit une planche de salut pour quelqu'un qui se verra offrir une fête chic dans un manoir des Émirats arabes unis. Après tout, comme elle le répète, rien ne vaut la vie. Et lorsque tout est entouré de secrets, des rituels barbares et des meurtres peuvent être en jeu. C'est tout pour l'instant. Que son destin soit un avertissement. Les paillettes de l'argent facile cachent souvent des ténèbres. Marina continue de se battre pour que la vérité éclate au grand jour, et chacun d'entre nous peut y contribuer. Partager, discuter, ne restez pas silencieux. C'est le seul moyen de mettre fin à ce cauchemar. Likez si vous êtes d'accord avec le fait que de telles histoires ne devraient pas être étouffées et abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles révélations. Ensemble, nous sommes plus forts.